Bonjour tout le monde. Bienvenue cet après-midi au webinaire de Cible Petite Enfance et son invitée aujourd'hui, Julie. Bonjour Julie. Allô, allô! Aujourd'hui, on va parler en fait du défi des repas en temps de pandémie, les protéines à la rescousse. Avant qu'on débute, j'ai des petites annonces à vous faire. Donc, Julie, je te mets en stand-by, ça ne sera pas long, je t'oublie pas. Donc, fait que je tiens à vous confirmer que jeudi prochain, même heure, même poste, je vais être en compagnie de Joanie Gilbert, qui est psychoéducatrice au Centre Défi, avec qui on va jaser de l'anxiété chez les enfants en période de crise. Donc, on sait qu'un enfant qui est pas bien, un enfant qui se sent pas bien, qui se sent anxieux, qui perd le contrôle, c'est un enfant qui ne peut pas se développer à son plein potentiel. Fait qu'on va regarder ensemble comment aborder ce sujet-là avec lui, comment déceler les signes de l'anxiété ou du stress chez les enfants. Et l'autre jeudi suivant, donc le 23 avril, toujours à 13h30, on va vous offrir un autre webinaire avec Anne Saint-Laurent, psychologue toujours chez Centre Défi, pour traiter des stratégies pour garder une bonne santé mentale en tant qu'adulte, pour éviter les répercussions négatives chez les enfants. Donc, la semaine prochaine, on parle des enfants, l'autre semaine d'après, on parle des adultes. Donc, nous aussi, on a notre rôle à jouer là-dedans. Si on veut que nos enfants se sentent bien, on doit d'abord nous être bien, avoir la meilleure santé mentale possible. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble pour les 2 prochains jeudis. Alors, c'est un rendez-vous. Suivez-nous sur notre Facebook. On va vous demander de vous inscrire et le tour va être joué. Donc, tous les webinaires, vous l'avez remarqué depuis 3-4 semaines, sont gratuits. On en offre à tous les jeudis. Par contre, si vous voulez et si surtout vous pouvez, Cible Petite Enfance vient de faire un partenariat avec les banques alimentaires du Québec. Alors, si vous êtes un petit peu plus nantis que certaines autres familles, que certaines autres personnes, ben, on vous demande d'aller sur le site de Banque alimentaire du Québec dans l'onglet Cible Petite Enfance pour faire un don. Alors voilà, si c'est quelque chose qui est possible pour vous, hein, en ce temps-ci, on va essayer de s'aider le plus possible. Ceci étant dit, alors je reviens à mon invitée, Julie Desgroseilliers. Julie, écoute, toi, tu as un CV qui est très impressionnant, fait que je ne m'embarquerai pas dans son descriptif. Je t'inviterai à te présenter aux gens qui sont avec nous présentement, s'il te plaît. Avec plaisir. Ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec vous tous. Alors, bonjour à vous à la maison. Qui je suis? Je suis nutritionniste. Ça fait une vingtaine d'années que je suis à mon compte et je me spécialise vraiment dans tout ce qui est communication alimentaire grand public. Alors, j'ai la chance d'animer régulièrement des conférences dans les entreprises. Je suis la fière porte-parole du mouvement J'aime les fruits et légumes, qui encourage la consommation de fruits et légumes auprès de la population québécoise. J'écris pour des magazines, dont le magazine Véro. Qu'est-ce que je fais? J'adore cuisiner. Alors, j'ai la chance de pouvoir élaborer des recettes pour des clients et je suis aussi styliste et photographe culinaire à mes heures. Et je suis auteure de 5 livres. En fait, 5, mais il y en a juste 4 sur le marché parce que le 5e devait sortir en mars. Malheureusement, le lancement, il est retardé. C'est ça qui est ça. Et le dernier livre que j'ai écrit, c'est justement sur les protéines. Alors, le sujet qu'on va, entre autres, aborder aujourd'hui. Donc, voilà pour ma petite présentation. On a un petit avant-goût, un peu d'une petite section de ton livre en parlant des protéines aujourd'hui. Oui, effectivement. Puis c'est tellement un sujet qui me passionne et je ne suis jamais tannée d'en parler parce que, et le pourquoi que j'ai voulu faire un livre sur les protéines, c'est d'abord pour expliquer aux gens la façon la plus optimale de les consommer à travers la journée parce que si on regarde un petit peu nos habitudes alimentaires au Canada, on consomme très peu de protéines le matin, beaucoup le soir, alors que d'un point de vue scientifique, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est qu'une répartition quasi égale des protéines entre les 3 repas, c'est-à-dire entre le déjeuner, le dîner et le souper. C'est là où on va chercher un maximum de bienfaits pour la santé. Et l'autre point, c'était de dire aux gens, qu'est-ce qu'on fait avec des protéines végétales? Parce que là, on est en 2020. Les gens veulent sauver des sous sur leur facture d'épicerie, sont conscients que c'est gagnant pour la planète, mais aussi pour leur santé de réduire la consommation de protéines animales.
Et si je recule il y a 3 ans, quand je parlais aux gens en fait, les gens souvent m'approchaient et me disaient « Ah, Julie, tu vas être fière de moi, je consomme moins de viande. »« Ah, c'est super! Ben, t'as remplacé par quoi? »« Ah, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si tu la viande, tu t'es tourné vers quelle protéine? »« Ah, ouais, c'est pas facile, hein, ça. Bon, ben, les légumineuses. »« Ah, ben, les légumineuses, ça fait péter. » Bon, Oui. OK. Le tofu. Ouais, c'est pas bien bon, hein, ça. OK. Le tempeh. Le quoi? Là, je me suis dit, OK, je pense qu'il y a matière pour faire un livre pour justement aider les gens à découvrir ces alternatives-là. Puis aujourd'hui, justement, j'en ai ciblé quelques-unes d'économiques, de faciles à utiliser, que justement, peu importe dans quelle situation on se trouve, pandémie ou pas, c'est tout le temps des aliments, des protéines végétales qui sont gagnantes à avoir sous la main. Super. Puis tu as eu la gentillesse aussi d'adapter ta présentation parce que présentement, les gens qui nous écoutent, c'est soit des éducatrices en service de garde qui ont 1, 2, 3 enfants, ou sinon, mais c'est les parents à la maison. Les parents à la maison, moi, je suis là-dedans, là. Parents à la maison qui travaillent encore à temps plein, avec le conjoint qui travaille aussi à temps plein, toi aussi, et 2 grands-enfants qu'il faut nourrir aussi, rendus 11h30, là. Fait qu'on n'a pas tout le temps de cuisiner, puis c'est vrai que, comme tu dis, on peut pas juste leur servir une petite salade César, là. Il manque des protéines. Oui, oui. Fait qu'on va regarder ça. Je ne sais pas si d'entrée de jeu, ça serait intéressant d'expliquer rapidement c'est quoi des protéines pour justement bien comprendre à quel point on en a besoin au quotidien. Et là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut manger juste des protéines. On a besoin de glucides, on a besoin de matières grasses aussi pour bien fonctionner à tous les jours. Mais d'entrée de jeu, je vous dirais que les protéines, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est vraiment la composante de base de toutes les cellules du corps humain. Alors, des protéines, là, on en a dans les ongles, dans la peau, dans les cheveux. Tous nos organes sont composés de protéines. C'est un peu comme les briques d'une maison. C'est notre fondation de base. Et des protéines dans les aliments, en fait, on en retrouve pratiquement dans tous les aliments, mais en quantité hyper variable. Donc, il n'y en a pratiquement pas et très, très peu dans les fruits et légumes. Un petit peu, mais pas beaucoup dans tout ce qui est produits céréaliers, donc les pâtes alimentaires, le pain, il y en a un peu, mais pas beaucoup. C'est surtout tout ce qui est produits laitiers et substituts, donc tout ce qui est lait, yogourt, fromage, boisson de soya, par exemple, et tout ce qui est viande et substituts, donc viande blanche, viande rouge, les poissons, les fruits de mer, les substituts comme les légumineuses, le tofu, les noix, les graines. Donc, c'est vraiment là où on retrouve principalement les protéines. Et les protéines, qu'est-ce qu'elles font au quotidien? Ben, elles font plein de choses. Elles vont, entre autres, participer à la construction et à la réparation de tous les tissus, toutes les cellules. Elles vont entrer dans la composition de l'hémoglobine, des anticorps, donc des protéines, on en a besoin pour notre système immunitaire. Les protéines vont aussi avoir un impact sur notre vitalité, notre niveau d'énergie quotidien, pour la simple et bonne raison que les protéines ont ce pouvoir-là de pouvoir maintenir la glycémie, le taux de sucre dans le sang, stable plus longtemps, ce qui fait qu'on a moins souvent des hausses et des baisses justement d'énergie à toute heure du jour quand on prend soin de bien muscler son petit déjeuner en protéines et de s'assurer d'en avoir suffisamment le midi et le soir. On connaît aussi l'impact positif des protéines sur l'effet de satiété, sur le contrôle de l'appétit. Et là, il fallait que je vous dise que, comme bien des mamans à la maison, je ne sais pas si c'est votre cas, là, mais mes enfants, au tout début, là, me demandaient, je pense, 5 à 6 collations par jour. Ils avaient tout le temps faim. Et tantôt, je vais vous partager justement des trucs de collation avec des protéines en masse pour éviter justement que les enfants demandent des collations à toutes les heures. Bon, ouais, parce qu'on sait qu'une pomme toute seule, tout nue, ça fait pas à job longtemps. Hein? Ça bouche un petit trou, comme on dit, mais pas un gros trou, puis pas pour très, très longtemps. Donc, c'est là où les protéines peuvent vraiment être intéressantes. Donc, ça, c'est un petit peu peut-être la table que je voulais mettre pour les protéines. Et je sais pas, Mélanie, est-ce que tu voulais qu'on aborde la notion de c'est quoi les bases d'une alimentation gagnante? Ben oui, écoute, Julie, c'est clair. Nous autres, chez Cible Petite Enfance, là, on a vraiment axé nos formations alimentaires sur le nouveau guide alimentaire. Moi, à mon sens, je le trouve plus user-friendly. Je le trouve plus facile à comprendre que l'autre
parce que, bon, c'est sûr que là, on a plus les 4 groupes alimentaires, là, on a 3 catégories, là, les produits laitiers sont rendus dans les protéines, mais il reste qu'on parle beaucoup moins de portions et on parle beaucoup plus de proportions. Puis ça, comme parent ou comme responsable alimentaire dans un service de garde, je me dis, mon Dieu, mais ça, c'est génial. Mais oui, on a un petit visuel à vous présenter. En fait, je pense que c'est le fun de se le rappeler. Puis, juste avant de rentrer dans ce contenu qui est peut-être un petit peu plus précis, ciblé, tu sais, aujourd'hui, là, on va partager des trucs, des astuces, des idées, mais on n'a pas besoin d'être parfait, surtout pas dans cette période-ci où des repas sont chamboulés, le contenu de notre assiette n'est pas ce qu'il est nécessairement habituellement. Donc, l'idée, là, je veux tellement pas mettre de pression sur personne. Vous retenez ce que vous voulez retenir et vous appliquez ce que vous voulez appliquer. Et de toute façon, je pense que c'est des notions qui sont le fun à connaître, des aliments qui sont le fun à connaître également, puis vous les intégrerez comme bon vous semble à votre propre vitesse. Alors là, tu viens de montrer le visuel du guide alimentaire canadien. Je ne vais pas faire ma diététeuse en partant, mais s'il y a une image à enregistrer dans sa tête pour s'aider à justement bien équilibrer ses repas, c'est vraiment l'assiette du guide alimentaire. Puis, en fait, il y a quelques points à retenir. D'abord, on parle pas de légumes d'accompagnement, mais de la protéine qui est l'accompagnement aux légumes. Et si on a une habitude alimentaire à travailler, à améliorer, ben c'est celle de bonifier la place des légumes dans l'assiette. Je le dis souvent, mais c'est notre meilleure police d'assurance santé, les fruits et légumes. Vous n'avez pas idée à quel point ces aliments-là sont gagnants pour notre santé, pour la prévention de certains types de cancers, pour la santé osseuse, la gestion du poids, la santé cardiovasculaire. Alors, l'idée, là, matin, midi et soir, c'est d'essayer d'en faire les vedettes de nos assiettes. Et peu importe le guide alimentaire qu'on va consulter à travers le monde, c'est les mêmes recommandations que vous voyez à l'écran. Donc, les aliments d'origine végétale volent la vedette et en plus petite quantité, les aliments d'origine animale comme la viande, le poisson, les œufs, etc. Et du côté des fruits et légumes, dites-vous que la couleur, c'est un allié extrêmement gagnant pour la santé parce que les pigments qui donnent la couleur aux fruits et aux légumes, ce sont des antioxydants. Et les antioxydants ont cette capacité de retarder le vieillissement de nos cellules et donc de nous protéger contre différents types de maladies. Alors, l'oranger, par exemple, est extrêmement bénéfique pour la santé des yeux. Le rouge qu'on retrouve dans les tomates, qui est le lycopène, pour aider les hommes à réduire leur risque de cancer de la prostate. Les anthocyanes qu'on retrouve dans les bleuets, les mûres, la pelure de l'aubergine, c'est possiblement l'antioxydant le plus efficace pour retarder le vieillissement de la peau. Alors, plus on varie les couleurs dans l'assiette, plus on varie les bienfaits. Et je te dirais, Mélanie, et à vous à la maison, toutes les façons sont bonnes pour croquer des fruits et légumes, qu'ils soient frais ou crus, cuits, surgelés, en conserve, en potage, en salade, peu importe. L'important, c'est d'en manger. Bien, je suis contente que tu dises ça, honnêtement, parce que présentement, en période de pandémie, hein, on va à l'épicerie, puis on n'a pas tout ce qu'on veut. Fait que si tu nous dis que le congelé fait la job, les conserves font la job, ben ça me rassure beaucoup, là. Vraiment, vraiment. Souvent, on a cette pensée-là que tout ce qui est, je vais dire, transformé est moins gagnant pour la santé. C'est sûr que quand on parle de légumes surgelés, là, ça, d'un point de vue nutritionnel, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il n'y a pas eu de perte d'éléments nutritifs. En moins de 3 heures, les fruits et légumes sont cueillis et surgelés. Donc, il n'y a pas nécessairement de perte de nutriments. Encore faut-il à la maison éviter de les cuire dans une grande casserole d'eau chaude parce que là, on va perdre entre autres des vitamines qui sont hydrosolubles qui vont se perdre dans l'eau. Donc, la meilleure façon, c'est au poêlon, au four pour garder leur croustillant. Et en conserve, ce qui est le fun maintenant, c'est que l'industrie fait de plus en plus de conserves qui contiennent moins de sel ou carrément sans
sodium. Donc, ça, c'est le fun. Ça nous permet de faire un choix qui est encore plus gagnant pour la santé. Puis, si on revient à notre assiette, ben c'est ça. On essaie de donner la priorité aux fruits et légumes. Un quart, c'est tout ce qui est produits céréaliers. On va cibler les grains entiers pour un maximum de nutriments, un maximum de fibres alimentaires. Et notre dernier quart, c'est nos fameuses protéines. Et vraiment, la dernière version du guide nous encourage encore une fois à donner plus de place aux protéines végétales. Et je pense que c'est important aussi de mentionner qu'on n'a pas besoin d'être végétarien pour être en santé, mais que c'est gagnant pour la santé, le portefeuille et l'économie de temps qu'on fait à inclure plus de protéines végétales à son menu. Super! Non, mais avoue qu'une assiette comme ça, c'est visuellement, on comprend très, très bien que je sais que, en tout cas, moi avant là, de regarder ce guide-là alimentaire, j'avais beaucoup trop de protéines dans mon assiette. Clairement. Ça prenait énormément de place. Tu sais, il y a une poitrine de poulet, là, on mange ça, une poitrine de poulet, là, puis avec une petite salade, peut-être, un petit peu de pois, mais tu sais, jamais la moitié de l'assiette. Fait que ça nous aide à mieux visualiser, en tout cas, au niveau des proportions. Puis avant d'arriver à cette assiette, je vais dire optimale, ben c'est sûr que justement, si notre morceau de viande est gros comme ça, puis que nos légumes ont l'air de ça dans l'assiette, on n'essaye pas de viser l'assiette optimale dès le départ. C'est vraiment de graduellement essayer de réduire tranquillement notre portion de viande puis d'augmenter celle de légumes. Et des changements alimentaires, là, on le sait, plus on se fixe des objectifs qui sont réalistes et qu'on se fixe un objectif à la fois et qu'on se laisse du temps, ben c'est là où ça devient gagnant et payant à long terme parce que on se le cachera pas, changer des habitudes, c'est pas nécessairement facile. Donc, je le répète, plus les objectifs sont clairs, précis, réalistes et qu'on se laisse le temps de les atteindre, ben c'est comme ça qu'au bout de 6 mois, 1 an, ben on a réussi à intégrer des changements qui seront pour la vie. Oui, surtout là, en temps de crise, là, on veut rester dans le plaisir, hein? Fait que. Oui. Tu as remarqué que j'ai un cellier dans mon bureau qui est juste derrière moi à le plaisir. En fait, là, c'est une alimentation. Puis merci d'en parler parce que il n'y a pas d'aliments interdits quand on parle de saine alimentation. On peut manger de tout. Mais on s'entend que les aliments qui sont plus plaisir, ben on va plutôt travailler sur la quantité, la fréquence de consommation. Mais c'est pas vrai que de manger, je sais pas, des chips ou du chocolat à toutes les semaines ou de boire du vin à tous les jours, que ce n'est pas gagnant pour la santé. C'est vraiment la moyenne au bâton qui compte. Puis c'est de regarder si ces habitudes sur, pas nécessairement un repas à la fois, mais c'est au bout de la journée. Est-ce qu'au final, c'est intéressant? Quand je regarde ma semaine, ça avait l'air de quoi? Puis c'est comme ça qu'il faut évaluer une alimentation. C'est pas nécessairement assiette par assiette, mais c'est d'avoir vraiment une vision plus globale. Et tu sais ce qu'on essaie de faire, Julie, en service de garde? On essaie d'inculquer aux enfants plus les activités qu'on faisait avant. Ça, c'est-tu bon ou c'est pas bon pour la santé? On le met dans la catégorie pas bon. Ça, c'est-tu bon? Catégorie bon. Maintenant, on parle plus d'éléments nutritifs. Est-ce que du chocolat, c'est nutritif? Est-ce qu'une pomme, c'est nutritif? Au lieu de parler de santé, parce qu'au niveau de la santé, quand on sait qu'on mange quelque chose de pas santé, qu'est-ce qui vient souvent? La culpabilité. Ouais. Ah non, je ne pourrais tellement pas manger un hot dog ce soir, tu sais. Là, on se sent coupable, alors que c'est pas ça l'alimentation. Non, puis je veux dire, on peut se bâtir une très bonne santé physique en ayant ces aliments plaisir-là. Puis la santé mentale, elle est aussi importante que la santé physique. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre à travers tout ça. Ben, j'aime bien ça. Est-ce que tu serais prête à ce qu'on ait à ce qu'on ait voir des mises en situation? Oui, je suis prête. Je me suis pris des notes. Alors, ça, tu en as parlé. Ça, ici, tu en as parlé. Alors, situation 1. Vous travaillez de la maison tout en devant vous occuper des enfants. Comment s'assurer d'offrir des repas nourrissants alors que le temps manque pour cuisiner? Oui. Bien, ça, je pense que c'est la réalité de beaucoup de parents et on s'inclut là-dedans. Bien, d'abord, justement, quand je vous disais tantôt d'enregistrer le visuel du guide alimentaire, déjà d'avoir ça en tête, bien, ça nous aide
à bâtir nos assiettes, nos menus? Est-ce que, justement, si j'ai juste des légumes puis un produit céréalier, oups, il manque ma protéine. Donc, ben, j'ai pas assez de légumes. Donc, déjà, de savoir comment équilibrer une assiette, déjà, je pense que ça nous aide à offrir des repas qui sont plus nourrissants. Comme les fruits et légumes doivent idéalement voler la vedette de nos assiettes, moi, il y a un truc que je fais depuis longtemps et qui nous aide tellement à la maison à manger plus, notamment de crudités, c'est lorsqu'on arrive du supermarché, on prépare à l'avance là, un gros contenant de crudités. Donc, je prépare, par exemple, des bâtonnets de céleri, des lanières de poivrons. Je coupe mon chou-fleur puis mon brocoli en petits fleurons. Je pèle mon navet, encore une fois, en bâtonnets. Et ça, ce qui est le fun, c'est que quand les enfants ont faim, on a tout de suite quelque chose à leur offrir. Le midi, on veut des petits repas vite faits, ben on a juste à sortir avec le sandwich, ben des légumes qui sont tout préparés. On n'a pas beaucoup de temps le soir, on veut faire un sauté à l'asiatique, bingo, les légumes sont déjà tout coupés, on peut les faire cuire à la vapeur. Bref, quand c'est prêt, évidemment que ça nous aide à sauver du temps. C'est des aliments qui sont gagnants. Puis ce que j'aime faire aussi, en fait, ce que je faisais avant, là, on dirait j'en fais plus, mais je l'ai fait longtemps, c'est des trempettes. Si vos enfants vous-même, vous n'êtes pas hyper fan de crudité, qu'il manque un petit quelque chose, ne vous sentez tellement pas coupable d'accompagner vos légumes d'une trempette, surtout si c'est une trempette qui est nutritive. Et ça peut être aussi simple que moitié yogourt grec, qui est plus riche en protéines que le yogourt régulier, en fait 2 fois plus riche, donc ça fait une collation qui est plus soutenante, avec moitié mayonnaise, un peu de pesto ou encore, je sais pas, du ketchup si vos enfants aiment le ketchup. On mélange tout ça, puis ça fait une collation qui est vraiment le fun. C'est vrai. Ensuite, si on veut bien manger quand on manque de temps, c'est sûr que la planification, c'est encore notre allié par excellence. Puis, ce que je vous dirais comme conseil, c'est quand vous préparez ou que vous bâtissez votre liste d'épicerie, votre menu pour la semaine ou pour les 2 semaines, toujours cibler au moins 2, 3 recettes qui se doublent et se congèlent facilement. Que ce soit un bon macaroni à la viande, un mijoté, des muffins, un pain aux bananes. Et là, pandémie ou pas, c'est toujours pratique d'avoir des collations et des repas nutritifs dans le congélateur. Comme ça, quand on manque de temps, ben, au lieu d'arrêter pour une commande à l'auto ou manger n'importe quoi sur le fly, ben, on le sait qu'on a des aliments à portée de main qui sont sains, bien équilibrés. Donc, ça, je pense que c'est tellement le fun de se faire des petites réserves. L'autre chose aussi, ça n'a pas besoin d'être super compliqué. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est le midi que là, je cherche vraiment des idées. Oui, moi aussi. Moi aussi. Ben, la première idée, là, j'ai pas sorti d'œuf, là, mais les cocos. Si vous en trouvez, parce que là, il y a quelqu'un qui me dit cette semaine qu'elle avait de la misère à avoir des œufs à son supermarché, mais l'œuf, c'est tellement un aliment génial pour faire des omelettes, mais aussi au micro-ondes. Je sais pas si tu fais ça, Mélanie, mais dans une tasse ou un petit bol, on met 2 œufs ou 3, on fouette, on met ça au micro-ondes 90 secondes, 2 minutes, ça prend en pain, ça fait une petite omelette et c'est tellement rapide. Donc ça, j'adore ça, évidemment que c'est un bon dépanneur. Et là, on peut demander aux enfants de mettre leur petite herbe préférée, de mettre un petit peu de fromage râpé si ça leur tente. Donc, ils peuvent personnaliser leur omelette au micro-ondes. Donc, ça, moi, j'adore faire ça. Ensuite, les cocos, je ne sais pas si tu le sais, mais une fois qu'ils sont cuits à la coque, là, dans leur coquille, on peut les conserver 7 jours au frigo. Alors, oui, mais moi, j'ai un truc pour toi. Il faut, quand tu les remets dans le contenant de coco, il faut que tu leur fasses des yeux dessus. Sinon, ton garçon, il va le prendre en collation l'après-midi puis il va casser un vrai œuf. Ça m'arrive tout le temps, chaque semaine, mais il faut l'identifier. Mais ça, c'est génial. Ça fait une super de belle collation. C'est ça, je m'en allais dire. Pour les collations, là, c'est parfait. Pour un lunch express avec nos petites crudités déjà coupées, on sort les œufs à la coque, des craquelins, un peu de fromage, puis bingo, c'est tellement pas compliqué. Aussi, j'avais sorti les fameux poissons en conserve. Peu importe le poisson que vous aimez en conserve, et il y a même des poissons qui sont, c'est en anglais, qui sont aromatisés. Et ça, pour moi, je trouve tellement c'est des bons dépanneurs parce que justement,
Comme ils sont déjà très goûteux, on peut ouvrir un pain pita, on met ça dedans, on peut ajouter de la laitue. Merci, bonsoir, le sandwich, il est frais. On peut mettre ça sur un restant de riz cuit de la veille, on se fait une petite salade. Ce que j'aime faire, c'est que je prends un avocat, je le coupe en deux, j'enlève le noyau et je remplis les cavités avec mon thon aromatisé. Encore une fois, des biscottes et ça fait un repas qui est vite fait. En fait, c'est ce qu'on appelle de la cuisine d'assemblage. C'est de partir d'aliments qui sont prêts à manger et de les assembler pour faire un repas qui est vite fait, mais nourrissant. Puis là, j'avais des suggestions pour vous. Est-ce qu'il y en a? Ah oui. Du bouillon, souvent, on a tout ça à la maison. On peut partir d'un bouillon maison ou du commerce. Et là, on peut ajouter des légumes surgelés, des crevettes surgelées, quelques épices et on a une soupe repas qui s'est préparée en moins de 10 minutes. On a tous à la maison des sauces tomates et même pas besoin d'avoir une sauce spaghetti. On peut ajouter des épices justement de sauce à spaghetti. On ajoute une légumineuse en conserve. Ça peut être des haricots rouges, des lentilles, des pois chiches. On met ça sur des pâtes. Encore une fois, c'est pas des repas qui sont longs à préparer puis qui sont nourrissants parce que bon, on a des légumineuses. On peut choisir des pâtes de blé entier pour avoir quelque chose d'encore plus nourrissant. On a fait un atelier pizza la semaine passée avec des pains pita, sauce à spaghetti, sauce à pizza et les enfants, il y avait différentes crudités, j'avais différentes sources de protéines, tous les petits restants. Justement, on a fait ça un vendredi avec tous les petits restants des autres dîners. Puis les enfants ont monté leur pizza comme ça. Alors, c'est sûr que c'est plus facile d'offrir des repas nourrissants, intéressants d'un point de vue nutritionnel quand, bon, on a en tête qu'est-ce que ça a l'air, une assiette bien équilibrée. Et quand, justement, on a un garde-manger, un frigo, un congélateur qui est bien garni avec des aliments gagnants. Puis je pense que c'est ce qu'on va voir tantôt aussi, là, des sources, entre autres, de protéines qui peuvent nous aider à, justement, concocter rapidement des repas qui sont sains et nourrissants. Super, merci. On va passer à la deuxième situation, si tu le veux bien. On passe à la 3. Je me cherche. OK, je l'ai trouvé. Donc, Julie, en période de confinement, tout le monde souhaite se rendre le moins souvent possible à l'épicerie. Comment faire pour assurer la qualité de l'alimentation en n'oubliant pas les protéines pour nos enfants? Oui. En fait, on est tous dans le même bateau. On ne veut pas avoir à sortir 2 fois par semaine, idéalement 1 fois maximum pour se rendre à l'épicerie. Idéalement, si on peut le faire 1 fois par 2 semaines, tant mieux. Alors, je pense que c'est d'avoir, je vais dire, des réserves à la maison, mais là, attention, on ne dévalise pas les supermarchés, on n'est pas en temps de guerre, donc on n'a pas besoin d'avoir des réserves qui n'en finissent plus. Puis je dirais même qu'avant de penser à faire des réserves, faites le ménage de vos armoires, faites le ménage de votre frigo, de votre congélateur. Je suis certaine que vous pourriez vivre déjà des semaines et des semaines avec ce que vous avez déjà à la maison. Alors, je pense que c'est la première étape. Et ensuite, si là, on va parler vraiment protéines, mais si on regarde le congélateur, il y a vraiment des protéines à garder en tout temps. Que ce soit des poitrines de poulet, c'est tellement versatile du poulet. Le sac de crevettes cuites surgelées, pour moi, je trouve que c'est un bon dépanneur aussi pour mettre dans une soupe repas, pour faire un sauté à l'asiatique qui se fait en 2 temps, 3 mouvements. Les fameuses fèves edamame, là, c'est... Oui. Les edamame, c'est des fèves de soya qu'on récolte avant maturité, qui sont super riches en fibres, en protéines, qui sont hyper économiques et qui qui nécessitent seulement 4 minutes, on voit-tu bien, 4 minutes à l'eau bouillante pour être prête à consommer. Alors ça, c'est vraiment une protéine chouchou pour moi parce que je trouve tellement qu'elle est bourrative et tellement versatile. Et hier, justement, sur ma page Facebook, je partageais le truc de quand on fait des pâtes alimentaires, ce que je fais, j'aime bien 5 minutes avant la cuisson des pâtes, j'ajoute dans l'eau de cuisson avec les pâtes les edamame et j'égoutte le tout. Alors là, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas besoin d'acheter une sauce qui est ultra protéinée parce que j'ai déjà mes edamame. Alors, ça peut être tout simplement
un peu d'huile d'olive, des gros copeaux de parmesan. Si j'ai des légumes, pourquoi pas. On peut même mettre des légumes surgelés dans l'eau en même temps que les edamames. Alors, ça nous fait un repas qui est hyper coloré. Donc, vraiment, ça, je pense que c'est une belle alternative à avoir aussi dans son congélo. Les poissons aussi, des poissons nature, c'est vraiment le fun aussi à garder dans son congélo. Et comme je mentionnais tantôt, de prendre de l'avance puis d'avoir des recettes qui contiennent des protéines, ben ça aussi, c'est gagnant. Ensuite, dans le frigo, j'ai parlé des œufs tantôt. Autre chose que j'aime bien avoir, c'est du fromage. Un sac de fromage râpé. Ça, je trouve tellement que c'est passe-partout pour gratiner n'importe quoi, pour bonifier justement la teneur en protéines d'une soupe, d'un légume d'accompagnement. Ben, ça vient faire en sorte que le repas est beaucoup plus soutenant. Évidemment, du lait, du yogourt grec, je le répète, 2 fois plus riche en protéines que le yogourt régulier. Et il y a même maintenant du yogourt skyr, le yogourt islandais, qui contient même un peu plus de protéines que le yogourt grec. Donc ça, c'est le fun aussi à avoir. Puis dans le garde-manger, là, tout ce qui est poisson, légumineuses en conserve. Et là, c'est ce que je vous disais tantôt. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de marques qui font maintenant des légumineuses à teneur réduite en sodium ou sans sel. Donc ça peut être aussi intéressant. Moi, j'aime beaucoup les légumineuses en conserve parce que c'est tellement vite fait. On prend soin de bien les rincer. Donc, quand on les rince jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petites mousses blanches, là. Donc, une fois que l'eau, elle est clac, qu'il n'y a plus de petites mousses, eh bien là, les légumineuses sont prêtes à utiliser. On n'a pas besoin de les faire cuire. On peut juste les faire réchauffer pour faire des salades, pour mettre dans une sauce tomate, pour mettre sur des pâtes, peu importe. Mais aussi l'alternative des légumineuses sèches, qui est encore plus économique. Et selon la légumineuse, on va devoir les faire tremper et les faire cuire. Là, c'est le fun, on a le temps. Mais si on veut se tourner vers quelque chose de plus prêt à manger, ben les légumineuses en conserve, c'est vraiment génial. Donc, pour moi, ça, c'est un incontournable de toujours avoir des légumineuses. Ensuite, tout ce qui est noix et graines. Et en écrivant le livre Protéines, j'ai appris que les graines de citrouille et les graines de chanvre contiennent plus de protéines que toutes les noix. Plus que les amandes, plus que les cachous, que les noisettes. Alors, si votre but, là, c'est justement d'avoir des collations protéinées pour les enfants, que ce soit des boules d'énergie, des petits biscuits, des galettes, une tranche de pain aux bananes, ben, ajoutez dans vos boules d'énergie ou ces collations-là, graines de chanvre, graines de citrouille, 2 fois plus riches en protéines que des amandes, par exemple. Alors, ça, pour moi, ça fait toute la différence avec mes enfants. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est de la poudre de lait écrémé. Ça aussi, c'est pas dispendieux. On trouve ça dans tous les supermarchés et ça glisse facilement dans une recette de muffins, de biscuits, de galettes. Ce qu'on fait, c'est que si, par exemple, j'ajoute une demi-tasse de poudre de lait écrémé à une recette, je vais réduire à peu près d'un quart la quantité de farine demandée pour que ma préparation soit pas trop épaisse. Donc, ça, des noix, des graines, surtout graines de chanvre, graines de citrouille. Il existe même maintenant, et ça, j'ai découvert ça l'année passée, des graines de caméline. Je sais pas si vous connaissez ça à la maison, des graines de caméline. On a mis sur le marché, et ça, c'est une compagnie québécoise qui fait de l'huile de caméline. Et ils ont sorti la petite graine. Donc, c'est un produit qui pousse ici au Québec, au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que ça provient d'une plante qui appartient à la famille des crucifères. Alors, quand on croque dans une graine de caméline, il y a un petit goût, je dirais, de chou de Bruxelles, de brocoli en fin de bouche. Sérieux, sur un poisson grillé, sur des légumes grillés, pour faire un pesto dans des pâtes, c'est super bon. Et encore une fois, ben ça vient protéiner le repas ou la dite collation. Est-ce que je peux t'arrêter? Je me dis, j'aurais une question pour toi. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants de moins de 5 ans, ça peut être problématique des graines pour l'étouffement.
à ce moment-là, est-ce qu'on peut tout simplement les hacher, les passer au robot, en faire une poudre et on l'ajoute, j'imagine, à une collation ou encore dans nos recettes? C'est un super bon point, Mélanie. En fait, n'importe quelle noix ou graine peut être moulue. Ça fait une espèce de farine à ce moment-là. Puis effectivement, c'est pas les protéines sont pas détruites ni les fibres. On va avoir tous les éléments nutritifs. C'est lorsqu'on va commencer à chauffer qu'on va perdre certaines vitamines, mais les minéraux et les protéines, c'est pas détruit par un procédé mécanique ou la chaleur. Alors ça, il y a aucun problème. Super, merci. Et là, j'ai fait aussi, en écrivant le livre, la découverte du beurre d'arachide en poudre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Là, en passant, là, j'ai pris ce que j'avais dans ma cuisine. Là, je fais pas la promotion d'aucune compagnie, mais je voulais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Je suis pas payée par aucune de ces entreprises-là. Du beurre d'arachide en poudre. Ce qui est le fun, je sais pas si vous voyez là. Oui. Alors, moi, je suis une fan de beurre de pinot. J'aime tellement ça. Ça sent vraiment les arachides. En fait, c'est qu'on prend les arachides, on enlève une grande partie de l'huile et on en fait une espèce de farine, de poudre. Et à poids égal, c'est 2 fois plus riche en protéines et 4 fois moins riche en gras que du beurre d'arachide traditionnel. Et le pourquoi j'aime ça, c'est que justement, j'ai des enfants, moi aussi à la maison, je fais souvent des muffins, pain, bananes, biscuits, galettes. Et essayez de mettre du beurre d'arachide, vous, dans une recette de muffins, ça se mélange super mal. Alors ça, c'est comme une farine qui s'ajoute facilement. Et j'ai fait il y a pas longtemps un pain aux bananes. En fait, je le fais souvent. Pain aux bananes avec du beurre d'arachide en poudre, du cacao, un petit peu de noix de coco. Moi, c'est quoi tu vois là avec de la cannelle. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ce qui est le fun, c'est que le pain aux bananes ou le muffin ou la galette devient tellement soutenante, rassasiante que ça peut faire office autant de collation que pour le petit déjeuner ou voire même le dessert. Puis, je trouve que qu'est-ce qui est le fun, c'est que pas qu'on devrait se sentir coupable de servir un dessert, mais c'est que d'un point de vue nutritionnel, c'est tellement gagnant que tout le monde, justement, y gagne à pouvoir bonifier de cette façon-là ces différentes recettes. Et à ce moment-là, nos petits cocos viennent pas te voir 3 fois dans l'avant-midi pour avoir une collation. Parce que juste ça, c'est suffisant. Effectivement. J'ai redécouvert le plaisir de faire des boules d'énergie cette semaine. Puis ça, je trouve que c'est tellement une belle collation. On ajoute un peu de chocolat haché ou du cacao pour donner le petit look plus gourmand, plus cochon que les enfants aiment. Ça leur rappelle le chocolat. Et là, avec Pâques, on risque d'en avoir en surplus. Donc, on pourra les intégrer dans les boules d'énergie. Mais tu sais, avec un fruit séché, avec des noix, des graines, avec des flocons d'avoine, ben, on a vraiment une belle collation qui, oui, est nourrissante, mais va aussi soutenir nos petits cocos. Oui, super. Est-ce que oui, ça répond à ma question. Mais là, j'ai d'autres protéines, mais je les gardais pour la situation numéro 3. On y va, ma chère, on y va. Regarde-moi bien aller. On était à la 2. Piste de solution 2. Tu vois, je viens de me rendre compte là, que la 3, là, oui, et puis elle là. arrive avant la 2. Mais puis là, on dirait qu'elle est partie. Là, elle a attrapé le coronavirus. Oh non, je l'ai. Plusieurs personnes sont sans emploi actuellement et vivent de l'insécurité financière. Quelles sont les sources de protéines économiques? Bien, je l'ai mentionné tantôt. Pour moi, là, les légumineuses, là, ça, c'est vraiment la protéine idéale. J'ai pas mentionné ce truc-là, mais ce que j'aime faire aussi, c'est tout ce qui est soupe et salade repas. De un, c'est facile à faire, puis ça se congèle facilement. Et ce qui est le fun avec les pois chiches, c'est parce qu'ils sont cette couleur-là. Exemple, je prépare un potage, j'ajoute une grosse canne de pois chiches à ma soupe, je le réduis en purée, en potage, et ça fait vraiment une soupe qui est hyper soutenante. Et si vous me suivez sur les médias sociaux, moi, je poste souvent des potages, et là, je vais garnir mon potage avec une grosse cuillère de yogourt grec. Je rajoute des graines de chanvre, des graines de caméline, ça peut être des noix, d'autres graines. Et ça fait vraiment office de repas parce que c'est tellement soutenant. Et ça, les potages dans le congélateur, personnellement, j'en ai tout le temps. Je trouve que c'est tellement pratique et ça fait le dîner parfait. Et je suis chanceuse, moi, j'ai des enfants qui adorent les soupes et les potages. Donc, le midi, c'est souvent ça. À quoi ressemblent nos dîners à la maison avec les petites omelettes au micro-ondes?
Est-ce que je vais parler? Ah oui, les poissons en conserve, évidemment, ça aussi, c'est très économique. On a parlé tantôt. Un petit mot sur le tofu. J'avais sorti il est là. Je voulais vous parler du tofu parce que ça aussi, c'est une protéine qui est hyper économique. Mais Dieu sait que c'est pas l'ami de tous. Alors, je voulais partager quelques petits trucs. D'abord, si vous n'aimez pas le tofu pour le moment, sachez que vous pouvez l'acheter aromatisé. Alors, ça peut être aux fines herbes. Ici, ça, c'est au gingembre. Donc, déjà, le tofu goûte quelque chose. Parce que nature, on se le cachera pas, là, c'est pas très sexy, ça goûte pas grand-chose. Mais c'est en même temps son avantage parce que ça prend le goût des aliments avec lesquels on va le mélanger. Et le premier truc que je donne tout le temps aux gens, c'est prenez votre marinade à viande préférée. Coupez le tofu en petits dés. Faites-le mariner 12 heures, 24 heures pour être sûr que le tofu goûte votre marinade et vous faites un sauté style asiatique. Et là, prenez le temps là, de mettre de l'huile, de bien faire dorer votre tofu, vos cubes pour que ça soit bien croustillant. Ajoutez vos légumes, vos herbes préférées et je suis certaine que vous allez aimer le résultat final parce que ça va goûter les saveurs que vous aimez. Dans les soupes repas, souvent, je vais couper justement le tofu en petits dés et je vais l'ajouter à une soupe de légumes. Souvent, je vais combiner edamame ou légumineuse avec tofu en petits dés. Comme ça se mélange super bien avec les légumes. Un autre truc, et ça, on l'entend plus, mais de remplacer une partie de la viande hachée par du tofu émietté. Ce qui est le fun, c'est que ça nous permet justement de réduire le coût de nos recettes parce que Dieu sait que le tofu, c'est beaucoup moins dispendieux que de la viande hachée, alors que ce soit dans une sauce à spaghetti, un chili, des poivrons farcis, ben on peut faire moitié-moitié. Même sur une pizza, faire moitié fromage râpé, moitié tofu ferme râpé. Je vous le dis, faites le truc. Ça passe pratiquement incognito. Le tofu, il va pas fondre comme le tofu, le tofu ne va pas fondre comme le fromage, mais quand c'est mélangé ensemble, ça passe super bien, ça l'ajoute des protéines et ça, c'est un autre petit truc que j'aime bien partager. Et là, Mélanie, on en a parlé un petit peu tantôt avant d'entrer en onde. Moi, j'ai hâte que tu en parles parce que pour vrai, j'en entends beaucoup parler, mais je sais pas quoi faire avec ça. Oh, ça, mesdames, c'est de la protéine végétale texturée et pour moi, ça, c'est vraiment un aliment coup de cœur. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est plein de petites granules. Je sais pas si vous voyez comme ça. Parfait, comme ça, c'est parfait. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est du soya. Quand on fait de l'huile de soya, on va prendre la fève de soya, on va extraire l'huile et ce qui reste, on va le déshydrater, sécher. Donc, grosso modo, là, c'est ça de la PVT, protéine végétale texturée. Donc, d'un point de vue nutritionnel, c'est super gagnant parce qu'on a retiré le gras et on se retrouve avec une teneur hyper élevée en protéines et en fibres alimentaires. Et fibres et protéines, c'est deux coupes-fins naturelles. Alors, lorsqu'on veut des repas qui sont bien nourrissants, soutenants, on veut ce duo-là. Et pour moi, c'est le meilleur substitut à la viande hachée que vous pouvez vous procurer parce que une fois que c'est réhydraté, ça a la même texture que la viande hachée. Alors, c'est vraiment simple, là. Vous pouvez, si vous avez une recette qui a un liquide, par exemple une sauce, un chili, vous pouvez tout simplement verser votre protéine dans votre recette puis cuisiner comme d'habitude. Mais il faut savoir que la PVT va se gorger du liquide, donc votre sauce à spaghetti puis votre chili risque d'être plus épais qu'à l'habitude. Alors là, il faut rajouter 1 ou 2 ou 3 verres d'eau. Donc, pour moi, la façon la plus facile, c'est de réhydrater avant de cuisiner ma PVT et c'est à quantité égale avec le liquide de votre choix. Alors, si par exemple, je prends une tasse de protéines végétales, il me faut une tasse d'eau ou une tasse de bouillon, une tasse de jus de tomate, une tasse de vin, ce que vous voulez. On laisse 5 minutes sur le comptoir. La PVT va absorber l'eau et là, on peut la faire revenir avec des oignons, de l'ail et ça remplace la viande hachée dans n'importe quelle recette qui demande de la viande hachée. Mais attention, parce qu'il n'y a pas de gras,
c'est pas comme de la viande hachée où est-ce qu'on peut faire des boulettes puis des galettes facilement. C'est possible de faire des galettes, des boulettes, mais souvent, il faut ajouter un peu de tahini ou une purée de légumineuses pour venir aider à ce que tout se tienne bien ensemble. Donc, d'un point de vue nutritionnel, c'est super génial. Ça remplace avantageusement la viande dans n'importe quelle recette, en fait, la viande hachée. Mais je vous dirais, là, c'est vrai avant que j'oublie, parce que justement, c'est pas gras et c'est un peu comme du tofu, ça goûte pas grand-chose. Moi, ça me fait penser à des all grain quand on le mange comme ça. D'ailleurs, moi, mes enfants, là, quand je fais des salades repas, j'en mets dans un petit bol puis c'est comme des bacon bits pour eux. Ils vont en ajouter, ça fait du croustillant dans leur salade. Et ce que je voulais vous dire, quand vous commencez à cuisiner avec la protéine végétale, faites moitié-moitié pour commencer. Question de vous habituer à la texture et aussi à sa saveur. Quand on cuisine avec la PVT, il faut ajouter plus d'oignons, plus d'ail, plus d'herbes pour arriver à un résultat qui est savoureux et goûteux en bouche. Et là, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on achète ça de la PVT? Oui. Celle-là, moi, je l'ai achetée en vrac chez Ball Barn dans le temps. Et celle-ci, je l'ai commandée en ligne. C'est Bob's Red Mill, une compagnie qu'on trouve vraiment partout. Ce qui est le fun en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs épiceries qui font la livraison gratuitement. Donc, c'est un produit qui est économique. C'est vraiment pas cher. Ça, là, ça doit goûter quand il est plein, là, 2-3 $, même pas, je pense. Et ça se garde des mois et des mois et des mois dans le garde-manger. Alors, c'est vraiment un beau dépanneur à avoir sous la main. J'oublie tout autre chose. Je ne sais pas si tu l'avais planifié. Il est déjà à 14h16. Peut-être rapidement, parce qu'on va prendre des questions après. Le tempeh. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. Bien, le tempeh, c'est aussi un produit à base de soya. C'est un produit qui est fermenté. En fait, on va ensemencer le soya avec un champignon, ce qui fait qu'on a un goût de fermentation. Contrairement au tofu qui goûte rien, le tempeh est beaucoup plus goûteux, je vais dire plus fort en bouche. C'est pas désagréable, mais des fois, les gens vont faire « Ouf! Ah, je m'attendais pas à ça. » Donc, des fois, il faut un petit peu plus de temps pour s'habituer. Mais le tempeh, d'un point de vue nutritionnel, est extraordinaire. C'est un produit qui est vivant, hein, qui est riche en enzymes. Donc, au niveau de la digestion, c'est très, très, très facile à digérer. Personnellement, moi, c'est la texture au début que je trouvais, j'étais pas sûre que dans le livre protéine, entre autres, toutes les recettes que j'ai faites, j'émiettais le tempeh. Et par exemple, dans une sauce tomate, j'ajoutais du vin rouge pour vraiment m'assurer que ça soit goûteux. J'ai fait un curry avec du lait de coco pour encore là que ça soit vraiment très, très goûteux. Mais le tempeh, c'est génial dans le sens où, parce que c'est goûteux, justement, on a besoin peut-être un peu moins d'aromates, d'artifice pour justement arriver à une saveur intéressante. Quand on réussit à apprivoiser justement ce goût-là, c'est vraiment intéressant. On peut faire des petites tranches grillées dans le poêlon, un sandwich vite fait. Ça me fait penser à l'autre idée de recette le midi. On a fait ça ce midi, une espèce de grilled cheese plus fraîche pète, là. On ajoute des tranches de pommes ou de poire avec un bon fromage. Puis on peut glisser justement des fines tranches de tofu ou de tempeh dans ces sandwichs-là. Et encore une fois, c'est très goûteux, c'est très savoureux et soutenant. C'est ça qu'on veut. On veut bien jouer avec les protéines pour justement s'assurer d'avoir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée et que les bedons de nos petits soient bien, soient bien bourrés aussi. Wow! Ben écoute, je pense que là, moi, tu as réussi à me convaincre pour la PVT, là. Ça semble tellement polyvalent que, oui, clairement, je pense que je vais passer une petite commande tout à l'heure. Merci beaucoup. Je devrais m'associer. Là, je pense que je serais une bonne porte-parole pour la PVT. Ben oui, hein? Là, j'ai le temps. Là, je fais plein de recettes. Autant avec le sucré que le salé, même dans un granola maison sur des céréales le matin. Je l'ai dit tantôt dans une salade, c'est le fun, ça ajoute un petit croquant le fun. Donc, on n'est pas obligé toujours de l'hydrater avant. C'est sûr que si on veut l'utiliser en remplacement de la viande hachée, on va l'hydrater. Mais j'en ai mis dans mes boules énergie cette semaine, la PVT. Puis vraiment, je peux te dire, Mélanie, qu'une boule, c'est suffisant pour la collation. Ça fait le job. Ah, super. Écoute, Julie, est-ce qu'on prend les dernières minutes pour prendre quelques questions des gens qui nous écoutent? Avec plaisir. Oui, bon, ben, je vais demander à Annick de nous envoyer ça. Ah, merci, regarde, ça arrive déjà. Comment aider les personnes intolérantes aux légumineuses? Ça, c'est celles, par exemple, qui ont mal au ventre? Oui.
En fait, là, il faut s'entraîner. Des légumineuses, là, c'est pas, on n'est pas tous égales face à notre tolérance aux légumineuses. Puis c'est vraiment, il faut s'entraîner puis y aller graduellement. Alors, tu sais, tantôt, je disais vraiment bien les rincer. Il faut plus qu'il y ait de petites mousses blanches. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Puis la deuxième étape, là, on se fait pas une grosse soupe de lentilles ou de pois chiches. On incorpore des petites quantités dans une recette et on n'en mange pas 2 jours de suite. Et surtout pas 2 fois dans la même journée. Donc, on en mange un peu, on espace, on en mange un peu, puis c'est vraiment d'habituer notre corps. Et l'autre chose, il faut savoir que la combinaison sucre légumineuse n'est pas super gagnante dans le sens où le sucre va aider à la fermentation des légumineuses, ce qui fait que pour les gonflements, les flatulences, c'est zéro gagnant. Il y a plein de petits trucs aussi d'éviter, par exemple, de boire une eau pétillante ou une liqueur en mangeant des légumineuses parce que ça va favoriser encore une fois les ballonnements, les gaz. Donc, c'est vraiment là, on rince, on y va en petite quantité, puis on s'entraîne. Comme n'importe quel entraînement, il va petit peu par petit peu. Puis ça, c'est le meilleur truc, je pense, que je puisse vous donner. Super. Est-ce que toutes les lentilles sont de bonnes sources de protéines? Et pour les pois jaunes ou verts cassés, sont-ils une bonne source de protéines? Bien, tu sais, bonne source de protéines, il faudrait définir c'est quoi une bonne source de protéines. Je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu, mais il existe 2 grandes catégories de protéines et je ne sais pas si la question c'est dans ce sens-là, mais il y a les protéines qu'on dit incomplètes et complètes. C'est-à-dire que souvent dans le règne végétal, on a des protéines qui sont dites incomplètes et c'est celles qu'on trouve dans les lentilles, les pois chiches, les haricots, parce que souvent il va manquer un ou plusieurs acides aminés. On ne s'inquiète pas avec ça parce que dans la journée, on va manger des produits céréaliers, on va manger d'autres aliments qui font en sorte qu'on va aller chercher tous les acides aminés qu'on a besoin pour aller fonctionner à son plein potentiel. Tandis que dans le règne animal, souvent, tous les acides aminés sont là, donc on parle de protéines complètes. Mais tout ce qui est à base de soya, c'est des protéines dites complètes. Bon. C'est si complet et de qualité que ce qu'on retrouve dans la viande. Et quand on commence à regarder là, je ne sais pas par cœur, je l'ai fait dans le livre, mais j'ai un tableau avec la teneur en protéines de plus de 200 aliments, mais c'est sûr qu'il y a des protéines, il y a des légumineuses qui sont plus riches en protéines que d'autres. Mais souvent, quand on va se préparer un repas, on mise pas juste sur la légumineuse pour aller chercher des protéines. Tantôt, j'ai dit, on en trouve un petit peu partout des légumineuses. Donc, si on ajoute un riz complet, si on ajoute un petit peu de graines, bien, au final, on va avoir une teneur en protéines qui est hyper intéressante pour notre repas. Par exemple, les pois, ben peut-être que c'est une personne qui aurait aimé se faire une soupe aux pois. Ben, à ce moment-là, avec la soupe aux pois, on peut se faire, je sais pas moi, des légumes avec du fromage gratiné à côté. On pourrait faire ça. Tout à fait. Oui, oui. Ou d'ajouter sur sa soupe aux pois une grosse coupe de yogourt grec ou de crème sure avec des petites graines. Et ça, moi, je ne m'attends pas. Mon Dieu, c'est que ça ajoute de la texture. Puis le fait d'ajouter, c'est sûr qu'une soupe aux pois, c'est déjà très onctueux, crémeux, mais oui. Le fait d'ajouter du yogourt grec qui supporte très bien la chaleur en passant, là, c'est que quand on mélange son potage, c'est encore plus cochon, plus crémeux. Moi, je trouve ça tellement savoureux. Super! Est-ce plus économique d'acheter les légumes frais, surgelés ou en conserve? Oh! Ça, mon Dieu, ça dépend tellement de plusieurs facteurs. C'est sûr que quand c'est en saison, ben on peut profiter de l'abondance, ce qui fait que généralement, le prix des produits frais va réduire. Mais je m'amuse souvent, à titre de porte-parole de la campagne du mouvement J'aime les fruits et légumes, à faire des comparatifs de prix. Et je vous dirais qu'à chaque semaine, peu importe la bannière, il y a tout le temps des spéciaux extraordinaires. Ce qui fait que des fois, c'est des conserves, c'est des surgelés, c'est des frais qui vont être à prix imbattable. Mais en règle générale, on peut dire que le frais va être plus cher, que le surgelé va être intermédiaire et que les conserves vont être les plus économiques. Il faut considérer aussi que, par exemple, quand on parle de surgelé et de conserve, il n'y a pas de perte. On paie pour manger 100% du contenu de ce qu'on achète. Alors, il y a peut-être, tu sais, on voit peut-être ça un peu plus dispendieux, mais il n'y a pas de perte comme telle. Donc ça, il faut quand même le garder en tête.
C'est vrai, puis ça, on l'oublie, effectivement. Notre petite salade, la première feuille sur le dessus, souvent, on ne la mange pas. Fait que, Oui. tu as bien raison. Oui, parfait. Est-ce qu'on a une autre question? Pour les personnes hypoglycémiques, quels sont les meilleurs trucs pour ne pas tomber en hypo, en manque d'énergie, surtout si on veut bouger activement? On va parler de protéines parce que l'hypoglycémie, c'est lorsque le taux de sucre diminue dans le sang et ce qui fait en sorte que la glycémie va être maintenue stable plus longtemps, c'est vraiment les fibres et les protéines. Puis pour vrai, là, au Canada, on consomme en moyenne 10 grammes de protéines le matin, 15 grammes le midi et 65 grammes le soir. Donc, il y a vraiment un débalancement en termes de répartition protéique et je vous en ai glissé un mot rapidement tantôt, mais on dit que de 25 à 35 grammes de protéines par repas, matin, midi et soir, c'est là où on va optimiser un vieillissement santé, qu'on va maximiser la vitalité, qu'on va maximiser la gestion du poids. Alors, quelqu'un qui fait de l'hypoglycémie doit encore être plus vigilant par rapport justement à la répartition de ses fibres et de ses protéines à l'intérieur de chaque repas. Donc, pour cette personne-là, je dirais quand elle regarde son assiette, justement, d'évaluer elles sont où les fibres et les protéines, puis de s'assurer qu'elles sont bel et bien présentes, surtout déjeuner et dîner, là où souvent on n'en consomme pas suffisamment. C'est vrai, c'est vrai. Parfait. Quel est votre fournisseur de la protéine végétale et est-elle sans trace de noix et arachides? Oh! Attendez, je vais regarder. Farine. Bon, fabriquée dans une usine qui utilise des noix de soya et des graines de sésame. Donc, Bob's Red Mill n'est pas fabriqué dans une usine qui n'est pas en contact avec des noix. Je le rementionne, mais celle-ci, c'est vraiment, c'est celle qui est la plus populaire dans les supermarchés. C'est même listé dans certains IGA, tout ce qui est taux, avril, en ligne. J'ai fait une épicerie en ligne sur la boîte à grains il n'y a pas longtemps. J'en ai commandé 5-6 sacs. Sinon, celle-ci, elle vient de chez Ball Barn en vrac, donc je pense pas qu'on va certifier. Non, je ne penserais pas. Non. Malheureusement, il faudrait faire une recherche à savoir justement pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination croisée. Et moi, j'ai un enfant qui est cœliaque, fait que souvent, je cherche des produits qui n'ont pas de contaminants de gluten. Puis la meilleure façon, c'est d'appeler la compagnie directement. Ah, tellement. Oui. Ouais. Les gens sont gentils, ils nous répondent, puis ça va vraiment bien. Qu'est-ce que le tahini? Ah, le tahini, oui, je l'ai mentionné tantôt, pour faire des boules ou des galettes avec la PVT, c'est du beurre de sésame. Un peu comme on fait du beurre d'arachide avec les arachides. Le tahini, c'est vraiment un beurre. On va prendre les graines de sésame, puis on va les moudre pour en faire vraiment une tartinade, un beurre de sésame qu'on peut utiliser comme ça sur des rôtis, mais souvent c'est plus dans la préparation, dans la confection d'aliments. D'ailleurs, une bonne collation que vous pouvez faire, là, c'est grâce à Louni, Caroline Huard, que j'ai découvert ça. Vous prenez une date séchée, vous la coupez en deux, vous enlevez le noyau et vous mettez un peu de beurre de sésame ou du beurre d'amande, un beurre d'arachide. Et ça, comme collation, là, c'est tellement le fun. Et vous pouvez même mettre un morceau de fromage bleu si vous aimez ça ou du cheddar fort. Je vous dis, le combo, là, date, le petit sucré avec la protéine que vous ajoutez dedans, qui est un petit peu salé, là, c'est super bon. Puis ton genre, ce serait de rajouter une petite poudre de beurre de pinot par-dessus, hein? Ah ouais! C'est gagnant! Existe-t-il une façon de conserver nos légumes frais plus longtemps au frigo en ce temps de pandémie? Ah, c'est tellement une bonne question. Oui, on veut que nos légumes t'offrent 2 semaines au moins. Oui. En fait, peut-être dans le choix aussi de nos légumes et de nos fruits. C'est sûr qu'il y a des fruits et légumes qui vont se conserver naturellement plus longtemps. Puis c'est d'ailleurs ce que je fais. Parce que j'essaie que mon épicerie me dure un bon 10-14 jours de ce temps-ci. Ce qui fait que j'ajoute à ma liste toujours des agrumes pour les fruits, là, que ce soit des oranges, des pamplemousses, des clémentines, des citrons, des limes. Ça, on le sait que ça dure longtemps. Au niveau des légumes, tout ce qui est légumes racines. Donc, je cuisine beaucoup plus ces temps-ci, puis c'est économique aussi. Donc, tout ce qui est pommes de terre, panais, carottes, la betterave, la rabiole, le rutabaga. Donc, ça, c'est des légumes qui restent beaux vraiment super longtemps.
Encore là, c'est pas une plug, mais c'est les seuls que je connaisse. Je pense qu'on les appelle les légumes. Non. En fait, je sais pas que c'est quoi leur terme, là, mais Tupperware ont des plats destinés aux légumes. Les liens ont un fond cannelé. Donc, ce qui fait que les plats circulent, puis il y a même des petites trappes. Puis pour vrai, quand je prépare d'avance tous mes légumes, ils restent beaux pendant 4-5 jours facile. Puis souvent, là, je le remplis là, une deuxième fois durant la semaine. Et là, je sais pas, je devrais parler de ça, mais j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est c'est comme en fait, ça ressemble à une pomme, puis c'est des petites graines. Je pense que c'est pour capter le gaz, l'éthylène, parce que ce qui fait que les fruits et légumes mûrissent plus vite, c'est le gaz qu'ils vont dégager. Donc, et quand ils sont un à côté de l'autre, c'est sûr que les fruits qui dégagent plus d'éthylène vont faire mûrir les autres fruits et légumes. Et maintenant, il se vend des capteurs d'éthylène. Ceux que j'ai achetés, moi, c'est comme une petite pomme bleue en plastique, puis on met les grains à l'intérieur, puis c'est troué, et c'est vraiment pour capter l'éthylène en circulation dans le bac des fruits et légumes. Et sérieux, là, je pense que ça marche. Alors, peut-être vous pourrez aller voir sur Internet de quoi ça a l'air, mais pour l'instant, moi, je suis bien satisfaite. Super. Ben moi, je fais attention avec mon plat de fruits sur la table. Le plat de fruits sur la table, là, quand je mets des bananes dedans, oublie ça. Les pommes sont plus bonnes. Même chose avec l'avocat. L'avocat, si on le laisse sur le comptoir à côté d'une banane, c'est horrible. Oui. Puis tu sais, on dit de bien laver nos fruits et légumes, là, mais idéalement, de les laver juste avant utilisation. Là, c'est sûr que là, on est dans un contexte particulier. On aime tout laver à notre arrivée à la maison. On les relave au moment de l'utilisation, mais c'est sûr que il faut être conscient que lorsqu'on mouille et qu'on lave certains fruits et légumes, c'est sûr qu'on va accélérer la maturation ou le glissement du fruit et légumes. Puis l'autre chose là, que j'ai découvert, je sais pas si vous êtes fan d'herbes fraîches ou de chou-kale. Moi, j'aime bien avoir un verre, là, c'est comme des bouquets de fleurs que je me fais dans mon frigo ou sur le bord de la fenêtre, mais vraiment, je prends un verre dans lequel je mets de l'eau, puis je mets mes laitues, mes oignons verts, mon bouquet de persil ou de coriandre frais, et je change l'eau à tous les 2 jours maximum, puis vraiment, je trouve que mes herbes fraîches, entre autres, mon chou-kale reste beau vraiment beaucoup plus longtemps que si je fais juste le mettre dans le tiroir à légumes. Super! Quelle portion de PVT dans une recette de muffin ou de biscuit? Mon Dieu! À date, là, les tests que je fais, mettons, pour 12 muffins, là, on peut mettre un 3/4 de tasse facile de PVT. Et souvent, je vais pas la réhydrater avant. Je vais mettre mes ingrédients secs ensemble dans lesquels j'inclus ma PVT, mes ingrédients liquides, je mélange le tout, puis on enfourne. Donc, ça peut être une demi-tasse à 3/4 de tasse. J'ai pas essayé encore une tasse. J'imagine qu'en fait, petite tranche de vie, la PVT, je pense que j'en mettrais plus dans un muffin salé que dans un muffin sucré. Là, j'ai fait des muffins plus sucrés cette semaine. J'étais allée une quantité moins, mais j'ai l'impression que si je faisais un muffin salé avec, je sais pas, oignon vert, cheddar fort, on dirait que je trouve qu'une plus grande quantité de PVT, ça passerait peut-être mieux. Donc, ça, c'est vraiment à essayer, puis c'est tellement une question de goût, mais je vous le dis, là, vous allez avoir des muffins hyper soutenants. À ce moment-là, est-ce que tu diminues la quantité de farine si tu rajoutes de la PVT? Pas vraiment. Souvent, c'est juste peut-être d'ajouter un petit peu plus de liquide. Oui. Mais c'est sûr que, par exemple, ça, c'est mon point, Mélanie. Si je mélange mes ingrédients secs et humides, puis je laisse sur le comptoir, là, ma pâte va vraiment, tu sais, mes solides, ma farine va avec ma PVT, va absorber les liquides. Donc, ça, je veux pas parce que sinon, ça va être dur après ça à portionner. Donc, vraiment, quand ils sont mélangés tout de suite, je les mets dans mes moules et j'enfourne tout de suite. Donc, je m'assure d'avoir préchauffé au préalable mon four et comme ça, je peux tout de suite enfourner puis ça fait pas justement des muffins qui sont trop opaques, trop durs. OK. Est-ce que les graines de chanvre contiennent des allergènes? C'est sûr que si on achète des graines de chanvre qui sont fabriquées dans une usine où on fabrique des mélanges de noix, peu importe, de l'arachide, c'est sûr que là, il peut y avoir une contamination croisée. Mais la graine de chanvre ne fait pas partie des 10 allergènes les plus populaires au Québec. Puis là, je vois sur mon bureau, j'avais sorti les graines de sarrasin. Je sais pas si vous voyez. J'en ai pas parlé, mais ça aussi, c'est dans les boules d'énergie, dans les salades.
Ça n'a même pas besoin de cuisson. Quand on achète du sarrasin, on peut tout de suite l'utiliser dans nos recettes. Même dans mon gruau, moi, je suis une fan de gruau le matin. J'adore mettre justement pour le croustillant du sarrasin. Et c'est 3 fois plus riche en protéines que le quinoa. 2 ou 3 fois plus riche en protéines que le quinoa. Donc, encore là, dans une salade le midi, ça peut être intéressant aussi. Wow! C'est tellement des choses qu'on ne pense pas faire. Quelle façon de cuire les légumes congelés leur permet une texture semblable aux légumes frais? Clairement pas dans de l'eau, hein? Comment? Clairement pas dans de l'eau, hein? Effectivement, on veut pas ça. En fait, d'abord, là, on décongèle jamais les légumes surgelés avant de les cuire. Donc, on les sort du congélateur pour tout de suite les mettre dans le poêlon. Ce que j'aime faire, en fait, puis je vous dirais aussi, là, je trouve que plus les morceaux sont d'égale grosseur, plus on obtient un résultat qui est intéressant. Parce que souvent, quand on a des gros fleurons de chou-fleur avec des petits morceaux de carottes, ben là, nos morceaux de carottes sont rendus mous le temps que notre chou-fleur devienne plus congelé. Alors, je cible souvent des mélanges qui sont à peu près coupés d'égale grosseur, ou sinon, je les achète séparés, mes légumes, puis je les fais cuire dans 2 poêlons différents, puis ensuite, je les assemble. Parce que, bon, ça, c'est mon truc personnel. Puis dans un poêlon très chaud avec de l'huile, puis on les fait sauter. On peut les faire cuire au four aussi, sur une plaque avec un petit peu d'huile. Et comme ça, parce que c'est pas en contact avec l'eau, ça reste plus croustillant. Tantôt, je donnais le truc avec les pâtes alimentaires. Ça aussi, ça peut être le fun. Quand mes pâtes cuisent, même 2-3 minutes gros max avant la fin de la cuisson de mes pâtes, on peut ajouter des légumes surgelés. Puis là, ils sont encore al dente, sont encore croustillants. Oui, on cuit dans l'eau. Là, j'ai perdu un peu d'éléments nutritifs, mais il en reste encore tellement qu'on se sent pas coupable de faire ça. Mais on évite de faire cuire à grand bouillon pendant longtemps des fruits et légumes surgelés dans l'eau parce que là, effectivement, on perd beaucoup au niveau de la texture, mais aussi au niveau du goût. Oui, effectivement. J'ai jamais essayé, mais il y a beaucoup de gens qui me parlent de la cuisson des légumes surgelés au micro-ondes. Ça a l'air que ça aussi, on met juste un petit peu d'eau dans le fond d'une assiette et ça a l'air que ça donne des bons résultats. Donc, à essayer. Ben moi, je le fais avec les petits pois puis les maïs. Puis effectivement, ça marche super bien. Pas beaucoup d'eau, on met un couvercle, on met ça au micro-ondes, puis c'est parfait, parfait. Ah, génial, je vais essayer ça. Est-ce qu'on avait terminé pour les questions? Je crois qu'on avait terminé pour les questions. Écoute, Julie, wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment, oui, on a appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, je pense que ça va nous donner vraiment des bons trucs pour se sentir moins coupable comme parent à la maison qui travaille puis qui se dit, My God, qu'est-ce que je peux faire à mes enfants pour dîner? Donc, des petits trucs que je retiens, préparer des choses à l'avance, avoir des bonnes conserves, prévoir des repas à l'avance pour aller moins souvent à l'épicerie. On peut faire aussi des repas déconstruits en s'assurant d'avoir tous les éléments de l'assiette gagnante, comme tu l'appelles, qui est en lien avec le nouveau guide alimentaire. Écoute, c'est parfait. C'est parfait. Puis beaucoup de découvertes aussi. Et écoute, tu nous feras un petit coucou peut-être quand ton livre va être sorti officiellement. On pourra mettre les infos sur notre Facebook de Sim parce que là, tu viens de nous mettre l'eau à la bouche, là. Alors, attends, il faut que je vous mette l'eau à la bouche parce que c'est tellement triste. Je l'ai à la maison. Je l'ai reçu quelques jours avant le lancement, mais c'est ça, on a décidé de pas le lancer tout de suite pour des raisons que vous connaissez très bien, mais j'ai vraiment hâte de le partager avec vous parce que mon souhait dans ce livre-là, c'était vraiment d'aider les gens à mieux acheter à l'épicerie, de bien comprendre ce qu'on met dans notre panier, pas nécessairement ce que l'industrie tente de nous faire croire. Alors, comment bien décortiquer une liste d'ingrédients, un tableau de valeur nutritive, connaître les stratégies marketing que les supermarchés, les compagnies peuvent mettre sur notre passage pour nous inciter à acheter plus et toujours plus. Alors, oui, j'ai hâte de vous en parler, donc ça me fera plaisir de vous faire un petit coucou à propos de mon prochain livre. Super. Donc, à tout le monde qui était là aujourd'hui, merci beaucoup. Merci de ce super rendez-vous-là. On se redonne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même poste. Et Julie va nous tenir au courant des prochaines sorties de son livre et de ses livres. Alors, on va mettre ça aussi sur notre Facebook. T'embrasse, Julie. Merci beaucoup. Prends soin de toi.
Toi aussi, merci, ça a été un plaisir. Puis prenez soin de vous aussi à la maison. Super, bye bye tout le monde, à jeudi prochain. Bye.